Je sais que plusieurs d'entre vous savent ce que le terme TDAH veut dire. Et je suis certain que parmi vous, il y a des gens qui sympathisent puis qui se disent « je comprends leur désarroi ». Cependant, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que comme pour les gens qui sont atteints du diabète, que le cancer ou qui sont non-voyants, bref, la liste est longue, eh bien, on ne peut pas vraiment dire « je comprends » tant qu'on n'a pas vraiment vécu ces situations-là. Eh bien, aujourd'hui, la personne qui vient vous en parler, lui, peut dire « je comprends » parce que ça fait depuis mon enfance que je me bats avec le TDAH. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Mon nom est Steph et je viens vous parler d'une chose qui me tient à cœur parce que c'est une chose avec laquelle quelquefois je dois faire des compromis, je dois me battre. C'est le mot, on doit employer ce terme-là. Parce que c'est un combat de tous les jours, être atteint du TDAH. Et d'ailleurs, la première chose que je dois vous parler, c'est quelle est la différence entre le TDA et le TDAH? En fait, on employait le terme TDA autrefois pour représenter le trouble de l'attention. Aujourd'hui, on a rajouté le H pour hyperactivité. Et en fait, on devrait seulement appeler ça du TDAH parce que le vrai terme maintenant employé, c'est ça. Mais c'est pas mauvais non plus de dire un TDA, c'est correct. On n'ira pas en prison pour ça, là. Aujourd'hui, les gens qui sont atteints du TDAH sont bien encadrés, surtout les enfants, et c'est une très, très bonne chose. Il y a même des médicaments qui existent. On peut être médicamenté si on le désire. Moi, dans mon cas, je viens vous raconter mon histoire personnelle. Lorsque ça s'est produit, qu'on a découvert que j'étais TDAH, ben, les choses étaient complètement moins faciles, finalement. La première fois où j'ai été confronté à cette situation, je venais de commencer l'école. Et comme je suis né en septembre, on avait sauté la maternelle et j'ai tout de suite commencé en première année. Environ un mois après que j'ai débuté l'école, je me retrouve déjà chez le directeur. Puis là, évidemment, le directeur appelle mes parents, puis c'est ma mère qui vient se présenter. Puis même si j'ai une mémoire qui est très, très, très limitée, eh bien, ou que justement le TDAH fait que je ne suis pas toujours concentré sur qu'est-ce qui se passe autour de moi, mais malgré tout, je me souviens, même si j'avais à peu près 6 ans, de exactement la phrase qu'avait employée le directeur ce jour-là. Il avait dit à ma mère « Votre fils, madame, est toujours dans la lune ». Évidemment, à cette époque-là, les gens étaient peu connaissants, puis c'était le terme qu'il avait employé pour représenter le fait que j'avais de la misère à me concentrer sur qu'est-ce que le professeur expliquait au tableau, exemple. Mais maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un TDAH. Qu'est-ce qui se passe vraiment? En premier lieu, je vais vous parler de ce que c'est le TDAH, du point de vue médical, si on veut, ou scientifique, et ensuite, je vais enchaîner avec mon expérience personnelle. Eh bien, voici ce que c'est en fait. Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte à la fois les enfants et les adultes. Il est caractérisé par des problèmes persistants d'attention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Les symptômes du TDAH peuvent inclure des difficultés à rester concentré sur une tâche et suivre des instructions, à organiser des tâches, à rester assis, à attendre son tour et même à contrôler des impulsions. Ces symptômes peuvent causer des difficultés dans de nombreux aspects de la vie, y compris à l'école, au travail et dans les relations. Et il est important de noter que le TDAH n'est pas le résultat d'un manque de volonté ou d'un mauvais comportement, c'est un trouble réel qui est reconnu par les professionnels de la santé mentale et qui peut être géré efficacement avec le bon traitement ou le soutien. Évidemment, ça dépend des cas. Il y a des gens comme moi qui préfèrent à ce moment-là se battre avec ça. Et évidemment, si j'avais pas été en mesure de le faire avec le temps, j'aurais été obligé d'avoir recours à des médicaments. Comme je vous disais plus tôt, lorsqu'on a découvert que j'avais ce problème-là, en fait, c'est certain que chez moi, mes parents l'avaient découvert avant parce que lorsqu'ils me demandaient quelque chose, quelquefois, je n'étais pas vraiment concentré sur ce qu'ils me disaient. Donc, comme je vous disais aussi, à l'époque, les gens n'étaient pas connaissants et ils pensaient tout simplement que, bon, le fils est encore dans la lune. Mais le problème a continué, puis c'est comme un cercle vicieux.
Parce que on va voir ça un petit peu comme quelqu'un qui prend du retard sur une course, exemple. Lorsqu'on commence une course avec les autres, puis qu'on prend un retard, c'est plus difficile de rattraper les autres. Puis à un moment donné, ben, les autres continuent à avancer, avancer, avancer. Là, il arrive une sorte d'embûche, vous trébuchez, vous vous relevez, mais là, vous avez encore perdu du terrain. Là, vous continuez, vous rembarquez dedans, puis vous essayez de rattraper. Puis vous essayez de rattraper, ben ça, c'est l'histoire de ma vie au niveau de l'école, finalement. Chose n'aidant pas, mais ça c'est personnel, comme je vous disais, c'est que ma mère avait tendance à aimer déménager. Elle restait jamais longtemps dans un endroit. Puis quand je dis pas longtemps, là, c'était aux ans. On déménageait aux ans. Je changeais d'école à toutes les années. C'était l'enfer. Mais rendu au secondaire 3, là, ça a été tragique. Et au fil des années, j'étais pas le seul. Là. Je veux dire, je suis pas le seul TDAH qui existe au monde. On est une petite gang, là. Puis là, ce qui était arrivé, c'est qu'il y avait d'autres élèves qui étaient comme moi, qui avaient de la misère à suivre, qui avaient de la misère à se concentrer. Puis encore là, à cette époque-là, même si on commençait un peu à être sensibilisé au fait que ça existait des enfants avec des troubles de l'attention, eh bien, tout ce qu'ils avaient trouvé comme formule magique, eh bien, ils avaient fait une classe spéciale. Ce qu'on a encore aujourd'hui. Mais dans notre cas, c'était spécial en ciboire, là, je veux dire. C'est que tous les élèves qui se retrouvaient avec un problème d'attention dans différents... Parce qu'à l'époque, on avait 3-4 classes, admettons, du secondaire 3. Eh bien, ils prenaient tous les gens comme moi, les enfants qui avaient des problèmes d'attention. Quelquefois, c'était d'autres problèmes aussi. C'était pas tous des TDAH. Mais ils y prenaient tous les enfants, puis ils les avaient tous placés dans une classe qui disait une classe spéciale. Puis, quelquefois, c'était le concierge qui nous enseignait. S'il n'y avait pas de personnes pour... Puis quand on dit enseigner, c'était une joke, là, je veux dire, c'est qu'il nous crie ça là avec des livres, puis il disait, bon, on va essayer d'apprendre quelque chose. Déjà que ça fait que c'était du niaisage, dans le fond. Là. On se ramassait à essayer de faire quoi, dans le fond. On s'amusait, on se garochait les livres par les fenêtres. Des niaiseries pareilles. Parce qu'on ne savait pas comment faire. On n'avait aucune idée. En fait, c'était une façon pour eux de se débarrasser de nous, parce que dans leur tête à eux, on était des personnes qui n'avaient pas d'intérêt à rien à l'école. Mais en fait, c'était pas ça du tout, là. Mais les autres, ils se disaient, bon, ben, les autres, ils font perdre le temps à ceux qui apprennent, qui veulent apprendre, puis là, ils nous mettaient dans ces classes-là. Et écoutez, en secondaire 3, en plein milieu de l'année, j'ai lâché l'école. Je suis parti sur le marché du travail parce que c'était une peine perdue, en fait, là. Évidemment, pendant cette année-là où j'ai travaillé, tout ça, ben mon père a dit qu'est-ce que fils, ça n'a pas d'allure. Si tu veux faire de quoi dans la vie, il faut que tu ailles au moins à l'école, finir ton secondaire. Ça fait que l'année d'après, ben, je me suis rendu à l'école, j'ai jasé avec le directeur, puis il m'a laissé une deuxième chance. Ça a été exactement la même chose qui s'est passé, juste ça a été plus rapide parce que j'ai vu vraiment que je n'étais pas capable de... Premièrement, le problème n'était pas seulement le fait que j'avais un problème d'attention, c'était que j'avais tellement de retard, comme je disais au début, dans la course, qu'il est arrivé à un point où c'était du chinois pour moi d'essayer d'apprendre tout ça. Parce que j'avais pratiquement le secondaire 1-2 à apprendre en même temps que le 3, puis ça a été peine perdue. Donc, j'ai quitté définitivement l'école à ce moment-là. Par la suite, lorsque j'ai atteint le marché du travail, eh bien, les complications continuaient, là, parce que lorsqu'un employeur m'expliquait mes tâches, me disait, bon, ben, tu dois faire telle chose, il m'arrivait de partir. Puis lorsque je partais, eh bien, j'en manquais des bouts. Puis quand je revenais, ben, j'étais trop gêné pour lui dire, ben, écoute, le père, j'ai rien compris ce que tu m'as dit, repars donc ça. Donc, j'apprenais sur le tas. Ça a toujours été encore ma fameuse course où j'étais à l'arrière, là, puis que j'essayais de rattraper. Maintenant, je vais vous expliquer tous les détails de ce qui se passe vraiment. Pourquoi ça nous arrive? Bon, un exemple que je peux vous donner, c'est à propos d'un film. Bon, si on regarde un film, vous regardez un film, vous suivez l'histoire, c'est drôle, c'est triste, l'histoire. Mais moi, dans mon cas, c'est que lorsque la personne qui dirige le film fait une action dans le film, une action se produit, puis que moi, je me dis, ça aurait pu être meilleur s'il avait fait telle affaire, ben je suis parti là. Donc, j'ai perdu un bout du film. Quand ça fait 5-6 fois que tu le fais, ben qu'est-ce qui se produit? C'est qu'en bout de ligne, tu as vu le film, mais tu n'as pas compris tous les détails du film. Parce que quelquefois, tu perds des choses importantes. Ben, c'est de même dans toutes les choses de ma vie. Ma vie a connu un tournant très important à l'âge de 40 ans.
parce que c'était difficile d'avoir des bons emplois, étant donné que j'avais une scolarité qui était très, très défaillante. Puis je me suis ramassé sur un marché du travail à l'époque où les choses étaient moins compliquées, mais avec le temps, les gens étaient plus exigeants, ils voulaient avoir des personnes avec plus de connaissances. Donc je suis retourné à l'école à l'âge de 40 ans. Puis en même temps, je voulais étudier après mon secondaire 5 en informatique. Rendu à l'école, là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ouais, mais ça ne change rien, il est encore le même problème, là, je veux dire, il va arriver, il comprendra fuck all de ce que le professeur a dit, puis tout ça. C'est là que les choses sont différentes. Premièrement, parce que je me suis habitué avec le TDAH. Puis j'ai trouvé des trucs. Et en même temps, j'ai compris des choses. Puis une des choses qui est importante pour nous, les TDAH, c'est que lorsque l'on fait quelque chose qui nous passionne, on a une meilleure concentration parce qu'on veut absolument réussir dans ça. Puis là, j'étais rendu à un moment donné de ma vie où je devais absolument aller chercher mon diplôme de secondaire 5. Puis je me concentrais 10 fois plus. Puis en même temps, j'avais vraiment le goût de le faire. C'est ça qui est important aussi pour nous. Donc, rendu à l'école, les maths ont été très difficiles. J'ai même eu une attestation parce que j'étais une personne qui avait une assiduité très forte, étant donné que mon professeur avait compris que les maths, c'était pas mon fort, mais qu'en même temps, je faisais tous les efforts possibles. Et en français, c'est là que ça a été magique. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait une très bonne chimie entre le professeur et moi. Nous étions les deux, on aimait la littérature, puis moi, à cette époque-là, j'étais vraiment cassé. Le seul livre que je pouvais m'acheter, c'était les Harry Potter, puis les autres, ben, j'allais les chercher à la bibliothèque. Toujours un livre concernant, je ne sais pas moi, la science-fiction, puis l'autre, ben, c'était une biographie. J'essayais d'apprendre en même temps que je m'amusais. Puis, ben, ça m'intéressait aussi, les biographies. Puis évidemment, ben, on s'assoyait des fois après les cours, puis on jasait littérature. Puis à cette époque-là, justement, Harry Potter était rendu dans le premier film au cinéma. Puis nous, on était rendus à La Coupe de Feu, qui était le 4e volume, puis c'est de ça qu'on discutait en le lisant les deux. Lui, il lisait le sien, moi, je lisais le mien. Le lendemain, on s'en discutait. C'était vraiment plaisant. Il existait une bonne chimie, puis en même temps, ben, il m'appréciait beaucoup, puis il m'avait comme pris sous sa tutelle. Il m'aidait beaucoup. Il voyait ici, il avait compris, cet homme-là, que j'avais un problème avec ma concentration et tout ça. Puis lorsqu'il voyait que je partais un peu, il me ressaisissait, puis il m'aidait. Donc, il a été comme un deuxième père pour moi. Puis là, il m'aidait à me concentrer, puis en même temps, à me motiver. Et un jour, on avait un travail à faire qui était de raconter une histoire comme un roman, comme un livre, de 5 à 10 pages. Et lorsque je lui ai remis mon texte, eh bien, lui, après, il m'a fait signe, il dit « Stéphane, je veux te voir après le cours. » Puis là, je me suis dit « Oh, on va jaser littérature. » C'était pas ça. Il m'a remis en main propre ma copie avec la note, puis il m'a dit « Stéphane, tu sais une chose, c'est que toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas, que je n'aurai jamais en français. » Évidemment, là, il venait de me... J'ai dit, voyons donc, c'était un prof. Puis d'autant plus que c'était pas seulement un prof, c'était un prof qui était très qualifié. C'était une personne qui avait fait des hautes études. Puis là, je me suis dit à moi-même, il me niaise le père, voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Là, ce qu'il m'a expliqué, il dit, toi, Stéphane, il dit, OK, ton français, tu vas le corriger. Si tu le veux, évidemment, mais tu vas arriver à le corriger, à le maîtriser mieux, tout simplement en suivant les directives qu'il faut. Mais il dit, moi, il dit, j'aime la littérature, tu le sais, on en discute souvent, mais il dit, j'ai aucune, ou presque pas, d'imagination. C'est ça mon problème. Je peux écrire sans faute, mais j'ai pas l'imagination pour raconter une histoire comme toi, tu es capable. Fait qu'il dit, si tu veux vraiment... Puis si ça t'intéresse, ben il dit, tu peux devenir un auteur. Au moment où mon professeur m'a dit cette chose-là, ben il m'a ramené en arrière parce que moi, dans mon passé, dans ma jeunesse, j'ai toujours rêvé, je lisais des Jules Verne, puis j'ai toujours rêvé de devenir un écrivain, un auteur. Mais évidemment, mon français étant défaillant, puis je voyais vraiment pas, j'ai oublié le projet avec le temps. Même s'il était dans mon cœur, c'était une chose que j'avais, même dans les années où j'avais 27, 28 ans, ça m'est revenu, mais mon français était tellement pourri que j'avais envoyé justement un manuscrit, et sacrément, j'ai pratiquement insulté la personne qui l'avait, bon, je dirais pas qu'il l'a lu, qui a commencé à le lire. Puis il m'a renvoyé ma copie en me disant que c'était de la merde, finalement. Il a pris des meilleurs termes, mais c'était ça.
Pas besoin de vous dire que là, ça venait de tuer ma dernière chance dans mon cœur. C'était fini là, pour moi, la littérature, l'écriture, je parle. Mais là, ce professeur-là, il m'avait titillé, puis j'ai dit, jusqu'à maintenant, il m'avait toujours donné des bons conseils. Fait que j'ai suivi ses conseils. Et aujourd'hui, et oui, c'est grâce à ce professeur-là. Oui, j'ai travaillé pour, mais sans lui, sans la confiance qu'il m'a apportée, bien, j'aurais probablement jamais été un auteur, un écrivain de ma vie. Le jour où j'ai signé mon premier contrat d'édition, en tout j'en ai signé 10, eh bien, ça a été magique. Mais en quelque sorte, il venait de se développer quelque chose en moi. Là, je venais de comprendre que si je voulais vraiment me concentrer sur quelque chose, si j'avais vraiment le goût de le faire, ou même ça devenait une passion, mais je savais que je pouvais le réussir. Puis c'est là que ma vie a changé. Mais il restait à trouver la méthode pour continuer à le faire. Mais les choses par la suite n'ont jamais été simples pour moi. Parce qu'une des facettes aussi qui va me décrire moi personnellement, et plusieurs TDAH en fait, c'est que je me passionne pour quelque chose, je me lance cœur et âme dedans, et puis aussitôt que se présente un obstacle, eh bien j'ai tendance à me diriger ailleurs. Comme par exemple, ce changement radical de direction continuelle fait en sorte que oui, j'ai des connaissances dans plusieurs domaines, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la guitare, je me suis intéressé dans le passé évidemment, je me suis intéressé à la guitare, je me suis intéressé dans le dessin, j'ai des aptitudes justement en informatique, en électronique, en électricité, en plomberie, en menuiserie, en sculpture, puis j'en passe. Mais j'ai aucun diplôme ou attestation sur aucun de ces domaines. C'est certain que cette situation fait en sorte que je me débrouille dans n'importe quoi. Moi, si j'ai un problème électrique à la maison, je le règle moi-même. La plomberie, c'est la même chose. La musique, ben, ça a été ma grande passion de mon enfance. Mais aussitôt que j'ai saturé, je me suis dit, bon, ben, j'ai continué à jouer de la guitare pour m'amuser. J'étais avec des amis, tout ça, un petit groupe, tout ça. Mais je m'apercevais que je faisais toujours la même chose. Puis ma passion s'est tranquillement transformée en quelque chose de plate. J'avais pas de plaisir à faire ça, là, finalement. Aujourd'hui, j'ai finalement trouvé une façon qui semble efficace de pouvoir garder mon intérêt sur toutes les choses que j'aime. Puis ça, je le dois à mon chum Jean-Luc, qui lui, un jour, m'a dit, il n'y a pas si longtemps, tu sais, Steph, il dit, être TDAH, il dit, le problème, c'est que tu as une passion, tu te lances dedans, puis aussitôt qu'il y a une petite embûche, tu abandonnes, puis tu t'en vas dans une autre direction, puis il a parfaitement raison. Puis là, je me suis dit, c'est quoi la façon de faire pour que, justement, j'abandonne pas? Évidemment, en bon TDAH, lorsqu'il a dit ça, je l'ai gardé dans ma tête, puis je l'ai analysé. J'ai passé la nuit à y penser, pendant je rêvais ou je ne sais pas, mais j'y ai pensé continuellement. Puis j'ai dit, il y a sûrement une solution, parce que ce qu'il venait de dire avait du sens. Puis ça me décrivait exactement ma façon de faire. C'est exactement ça que j'ai toujours fait toute ma vie. Aussitôt qu'il y a une embûche, j'abandonne. Puis là, j'ai trouvé la solution. Faites toutes les choses en même temps. De cette façon-là, bien, aussitôt que vient une certaine embûche où ce que j'aurais abandonné, bien, je me dirige dans l'autre passion que j'ai, que je fais en symbiose, en même temps que l'autre. OK, ça a l'air fucké dit de même, là, mais vous allez comprendre. L'élément déclencheur de cette situation-là, et lorsque mon fils m'a dit il y a quelques mois, 2 mois environ, 2 mois et demi, il m'a dit, Pop, j'aimerais ça apprendre à jouer de la batterie. Je pense que je vais m'en acheter une, puis je vais apprendre. Tu vas-tu pouvoir m'aider, étant donné qu'il savait que j'avais joué dans le passé avec un groupe, tout ça. Ça va me faire vraiment plaisir, fils. Mais en même temps, je me disais, est-ce que ça serait le fun de jouer avec mon gars? Mais là, moi, ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais pas touché ma guitare, parce que si vous regardez mes doigts, j'ai fait de l'arthrose. Mais de l'arthrose, là, pas la petite... Puis j'ai les doigts tout croche, puis ça fait très mal si on essaie de faire un accord. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour apprendre à jouer de la guitare, à réapprendre avec les doigts manchés de même? Puis je me suis dit, ben c'est bien simple. Fonce, câlisse! Bien, c'est ce que j'ai fait. Puis là, je me disais, bon, ben écoute, si tu veux apprendre à réapprendre à jouer de la guitare, il va falloir que tu te motives, que tu dis pas juste apprendre.
Ça va être parce que je savais que j'aurais fini par saturer. J'ai dit, je vais aller plus loin. Je vais apprendre à faire des solos, chose que j'ai jamais faite. Puis là, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire, apprends donc plein de choses. Parce que je savais que si je voulais me garder motivé, il fallait que j'apprenne plusieurs instruments. Ça fait que j'apprends la basse, j'apprends le piano, tout ça en même temps. Puis je reste motivé. Eh bien, pour m'aider dans ma motivation, ben, j'ai tous ces petits amours-là qui sont venus dans ma vie, qui sont entrés dans ma vie, puis qui m'aident à chaque jour à rester motivé. Ça fait qu'aujourd'hui, la façon que je fonctionne, c'est fort simple. J'ai réappris à jouer la guitare comme je la jouais autrefois, malgré la douleur aux mains. Là, aujourd'hui, à chaque fois que je m'installe pour jouer de la guitare, ben, j'ai un bon 10-15 minutes de réchauffement où j'ai la larme à l'œil parce que ça fait très mal de juste redresser mon doigt, exemple. Puis lorsqu'on fait des accords, évidemment, il faut faire de la pression là-dessus. Mais après que c'est réchauffé, ben, on est en business finalement. Et maintenant, ben, j'apprends à faire des solos. Et je dois avouer, par contre, que ce que j'avais pas à l'époque et ce qui est aujourd'hui qui est fabuleux, c'est YouTube. Parce qu'on retrouve des personnes très talentueuses. Puis ces gens-là nous aident, ils nous donnent des trucs, ils nous donnent des cours finalement que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube pour nous aider. Puis ça, c'est magique, là, je veux dire, ça aide. J'apprends même à jouer du piano, puis j'avoue que c'est un instrument que j'adore. J'adore le son, j'adore le feeling. Je m'assieds au clavier. Encore là, les premières minutes, à m'écartiller les doigts, j'ai la larme à l'œil, mais peu de temps après, j'ai la passion tellement forte que je pense même plus à la douleur finalement. C'est vraiment magique. Et j'ai également, en même temps, 3 chaînes YouTube, parce qu'une, je finirais par me tanner. Ça fait que là, j'en ai une, comme celle que vous voyez présentement, évidemment. J'en ai une pour les enfants. Et j'en ai une pour la musique. Lorsque je fais des chansons que j'enregistre dans le studio, ben je les mets en ligne avec une vidéo. Ça m'amuse. Puis c'est justement ce que j'ai besoin, de diversifier mes activités, mes passions, et de les faire aussitôt qu'une devient saturée, je passe sur une autre. De même, ben, je garde toujours cette motivation. Puis la musique, ben, je l'apprends, puis j'adore ça. Une journée, je me concentre plus sur le piano, le lendemain, c'est plus la guitare. Mais c'est la façon que j'ai trouvé de gérer tout ça. C'est certain qu'aujourd'hui, je vous raconte mon histoire personnelle. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont le TDAH peuvent agir de la même façon pour réussir. Ils ont leur propre méthode. Certains vont opter pour le médicament, c'est correct. Il n'y a pas d'oncle à ça, là, au contraire. Chacun retrouve sa force dans ça, la façon qu'il peut. Moi, j'ai toujours été un combattant, c'est ma façon d'être. Je me relève tout le temps lorsque je tombe, mais évidemment, un jour, je vais tomber, je ne me relèverai pas, mais au moins, quand c'est possible de le faire, je le fais, puis je vais toujours le faire. Est-ce que pour moi, le TDAH est un problème? Est-ce que c'est quelque chose de négatif dans ma vie? Je dirais que non. Parce que peu importe qui tu es, tu vas toujours avoir à te battre avec des choses, que ce soit une personne qui est colérique, jalouse, chose que je ne suis pas, je ne suis pas jaloux, mais vraiment pas. Ensuite de ça, il y a d'autres personnes qui, eux, vont être bipolaires. On a tous notre combat, en fait. C'est ça la vie, c'est un combat. Le TDAH est un peu comme mon ami. En fait, il a des défauts, mais il a aussi de belles qualités. Puis grâce à lui, ben, j'ai toujours eu besoin d'un dépassement, comme aujourd'hui avec YouTube. En fait, est-ce que cette chaîne-là, un jour, va devenir populaire? Est-ce que je vais vraiment être reconnu? Peut-être, peut-être pas. C'est pas grave. L'important, c'est qu'à ce moment, pendant que je fais cette vidéo-là, je suis heureux. C'est ça la vie, être heureux. Puis tant que le TDAH va m'apporter des bonheurs, eh bien, je lui dis merci. Et merci à vous d'être passé. Et on se voit très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine.